Muséopic, c'est déjà une société qui commercialise un produit pour les musées. Donc on propose aux musées d'avoir une application innovante qu'ils vont pouvoir mettre dans la main de leurs visiteurs, qui va être peu coûteuse et facile à déployer, qui va rendre plein de services aux visiteurs. On va les voir après, les services pour les visiteurs. Ils ont un back-office où ils peuvent mettre tout leur contenu. Les contenus sont mis à jour directement dans l'application. Ils ont de l'analytics. Et puis aussi, souvent, ce qu'on fait avec les musées, c'est qu'ils ne savent pas trop quoi faire avec la réalité augmentée. Ils sentent qu'il y a quelque chose à essayer. Donc on met en place des résidences créatives où on va, avec les équipes du musée, prototyper et puis trouver des choses pertinentes vis-à-vis de leur problématique de médiation qui est toujours particulière. C'est un peu sous le format des musées au mix, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un hackathon qui est très cool, c'est sur un gros week-end dans un musée. Je vous conseille de le faire si vous avez l'occasion, il est vraiment sympa. Qu'est-ce que tu appelles un hackathon ? Un hackathon, donc, c'est pendant 2-3 jours. Il y a plein de gens de différents horizons qui vont se mettre en équipe et puis dans un lieu ou sur une thématique vont créer un petit prototype. Il y a aussi des hackathons plutôt orientés start-up, donc on va créer un projet de start-up en 2-3 jours. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est sur les 3 jours, ça demande beaucoup d'investissement, mais à la fin, on a sorti quelque chose et on n'est pas obligé d'y repenser par la suite, quoi. C'est 3 jours intenses, il y a un prototype à la fin en général. Et puis voilà, on a fait un joli proto, on s'est intéressé à une thématique, on a travaillé avec des gens qui ont des compétences différentes des nôtres, et on a appris plein de choses sur les 3 jours en question, quoi. Mais à l'initiative du musée ou de l'endroit. Oui, voilà. Alors souvent, c'est des institutions, des Fab Labs qui organisent ça en collaboration avec des musées ou ce genre de choses, quoi. Donc voilà, je te recommande d'en faire un, comme ça tu vas découvrir. Il faut avoir un bon week-end où tu es complètement libre et être assez en forme, mais c'est vraiment une belle expérience. Ça prend plein de choses. Moi d'ailleurs, l'idée... Comment ? Ouais, après il faut avoir un petit 2-3 jours pour récupérer. Et d'ailleurs, l'idée de Muséopic m'est venue pendant un hackathon, Muséomix en 2012. J'avais pitché l'idée, personne n'avait rien compris, personne ne voulait venir dans mon équipe. Mais du coup, j'avais gardé l'idée en tête et 2 ans après, il y avait des SDK de réalité augmentée qui permettaient de le prototyper. Je l'ai fait, je l'ai montré à des amis qui bossaient dans des musées, cette idée d'application, qui était un peu différente. Et ils m'ont dit, non, en fait, ça va servir à rien. Mais ils m'ont dit, là, il y a un petit truc par contre qui est intéressant, une petite fonction qui pourrait être intéressante. Et c'est à partir de ça que j'ai fait évoluer le prototype et petit à petit, on est arrivé à quelque chose qu'on a pu présenter à des directeurs du musée et qui nous ont financé une petite expérimentation pour commencer. De fil en aiguille, on a créé l'entreprise et on a créé un produit. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc l'application, elle permet tout d'abord d'interroger toutes les œuvres avec son téléphone ou une tablette qui est prêtée à l'accueil du musée. Donc on utilise de la reconnaissance visuelle. En fait, à la base, on a utilisé un moteur de réalité augmentée pour faire de la reconnaissance visuelle. Et donc ça permet aux visiteurs de musée d'avoir un comportement qui est assez naturel. Je pointe et avec mon téléphone, comme si je voulais prendre l'œuvre en photo, parce que beaucoup de visiteurs prennent les œuvres en photo. Et là, il y a l'appareil photo qui m'a été donné par le musée, un peu magique, qui reconnaît l'œuvre et qui va au passage enregistrer toute la documentation en lien avec l'œuvre, avec la photo. Ce qui fait que quand je rentre chez moi, je peux retrouver un journal de visite où j'ai toute la documentation en lien avec l'œuvre, je peux la reprendre une fois que je suis rentré. Et souvent, il y a des visiteurs qui ne vont pas se lancer forcément dans la lecture d'une vidéo en lien avec l'œuvre sur la tablette, mais qui vont attendre d'être rentrés à la maison pour faire ça, quoi. Donc ça fait pas mal de temps. Là, on va voir une vidéo. Ah, alors je vais essayer d'enlever le son. Hop, je ne peux pas. Attends, faut que je... Hop. Voilà. Donc ça, c'est une vidéo qui a été filmée au musée de l'imprimerie, qui est vraiment à 2 pas, à 2 rues d'ici. Et donc là, on voit qu'au musée de l'imprimerie, il y a à peu près 500 œuvres. On en reconnaît 95%. Donc quand on pointe, en fait, il y a un bandeau qui apparaît en bas de l'écran et on peut cliquer dessus pour avoir accédé à la fiche œuvre. Donc la fiche œuvre, elle va être dans la langue du visiteur, avec des contenus multimédia. Mais ce que je comprends, là la tablette, elle est rendue à la fin de la visite. Enfin, Ouais, là, c'est des tablettes qu'on prête. chez lui, comment ça se fait? Alors en fait, il peut constituer son journal de visite, il doit laisser son adresse mail et il reçoit par email son journal de visite. Ah, on a pensé à tout, hein. L'idée derrière, c'est que ce soit sur des téléphones, genre le mien, le tien, Ouais. où c'est juste Ouais, ça fonctionne déjà sur... une appli normale. Ouais, c'est une appli à télécharger. Et puis voilà, avec ton téléphone, ça fonctionne. S'il n'est pas trop vieux, ça va. Si les musées acceptent aussi qu'ils prennent en photo. Ouais, alors ça, c'est une question qu'on avait beaucoup à une certaine époque, mais il y a je pense, un shift dans l'attitude des musées vis-à-vis de la prise de photos. Parce que c'est tellement bien d'être sur Instagram pour les musées qu'ils sont plutôt OK que les gens prennent des photos, qu'ils viennent, du coup, qu'ils aient plus d'influence grâce à ça. C'était peut-être le flash aussi qui...
Oui, voilà. Par contre, le flash est toujours interdit pour pas abîmer les œuvres. Donc voilà, donc ça c'est la partie journal de visite dont j'ai déjà parlé. Alors après, quand on a donc créé cette appli, il y a eu une demande qui nous est venue assez rapidement, c'est guider les visiteurs sur des œuvres en particulier. Et donc on a créé un système de guidage qui n'est pas encore en réalité augmentée, mais ça va arriver. Et donc du coup, l'idée c'est que, là vous allez voir la petite vidéo, on a quelqu'un qui est au musée, en bas il est géolocalisé avec des beacons. Quand il arrive dans la première salle, on met à jour la carte. Quand il se tourne, on met aussi à jour la carte. Là, il clique sur la petite épingle, il voit qu'il y a le livre des poissons qui est dans le parcours. Et quand il arrive sur le livre des poissons, là, il peut tourner les pages du livre en réalité augmentée. Ah ouais. Donc là, c'était un parcours pour guider les visiteurs sur des œuvres avec de la réalité augmentée. Ça a pas mal marché. Ce qui s'est passé aussi, c'est que la réalité augmentée, ça a permis de faire en sorte que les gens aient envie de télécharger l'application à l'entrée du musée, parce que les fonctions journal de visite, fiches documentaires, c'est pas les fonctions les plus sexy. Et donc dès qu'on a mis de la réalité augmentée, alors là, les gens ont voulu essayer l'appli, l'avoir sur leur téléphone ou demander une tablette. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que souvent, ils utilisaient la réalité augmentée sur 2-3 livres, comme ça. Et puis après, ils se disent, ah, mais c'est quand même pratique, ces fiches œuvres, c'est pratique de pouvoir les mettre de côté. Et donc, les fonctions qui sont un peu rébarbatives de prime abord, c'est finalement celles qui sont le plus utilisées par la suite. Voilà. Donc, pour l'instant, nous, dans notre point de vue, la réalité augmentée, ça doit faire partie ça doit pas être l'objet unique de l'application, sauf dans certains cas. Il faut quand même des services autour dans l'application qui font que ça donne une offre de fonctions qui accompagne vraiment le visiteur dans son activité, quoi. Voilà. Donc, il y a pas mal de modules de réalité augmentée qu'on a vu que ça intéressait beaucoup les musées, ça intéressait beaucoup les visiteurs. On s'est dit, on va essayer de tester d'autres choses. On avait plein d'idées, de toute façon. Donc, je vais vous montrer une petite démonstration. Ils ont beaucoup de stèles funéraires en latin. Et il n'y a pas grand monde qui va lire la petite traduction qui est à côté. Par contre, quand on met la traduction en gros sur la stèle et qu'on la superpose au latin, c'est plus attirant. Donc là, il faut imaginer que la stèle fait 3 mètres de haut. Et donc on peut directement passer du latin au français sur la stèle. C'est sympa. Là, on a des tableaux des fois qui sont un peu compliqués avec plein de petites histoires sur des détails du tableau. Donc on va pouvoir isoler des détails et puis cliquer dessus pour faire apparaître un détail sur, par exemple, un personnage. Voilà, là on a même des œuvres en lien avec le personnage qui apparaissent. Et puis là, dans un escape game, on avait des objets qu'on ne pouvait pas toucher parce que c'est dans un musée, que c'est des vieux objets. Mais c'est intéressant de faire un escape game dans un musée parce qu'il y a une ambiance particulière. Donc là, l'idée, c'est que les joueurs, ils avaient une tablette un peu magique qui faisait parler les objets. Et là, du coup, il y a une tasse qui est sur une étagère. Et en visant la tasse, on voit un nuage comme ça qui apparaît. Et ce nuage, en fait, nous explique comment la tasse est arrivée sur cette étagère. On a appelé ça le nuage réminiscent. Voilà. Donc en fait, avec les musées, on trouve plein de solutions par rapport à leurs problématiques. Avec la réalité augmentée, c'est assez cool. Hop, alors c'est la fin. Plutôt friand, ouais. En fait, au début, ils sont là, bon, c'est peut-être un peu gadget et tout. Et puis après, quand on commence à leur parler déjà de leurs problématiques de médiation, et qui, par exemple, ils n'arrivent pas à intéresser le jeune public ou ce genre de choses, et qu'on leur montre qu'il y a des choses à faire avec la réalité augmentée, on se met à table avec eux et puis on commence à concevoir. Et non, en général, il y en a des bons retours, quoi. Là, c'est un module avec une maquette. Donc là, on commence à reconnaître des objets en 3D. Donc ici, on a une maquette à Bourgoin-Jallieu d'ancienne usine textile. Et on va pouvoir, en réalité augmentée, voir les photos qui ont été prises à l'intérieur des bâtiments et cliquer dessus pour les ouvrir en plein écran. Donc là, on voit sur un bâtiment, il y a un lot de photos qui est en lien avec le bâtiment en question. Et on peut voir à quoi ça ressemble directement. Voilà. Donc ouais, à partir d'un certain moment, il y a peut-être 3 ans, on a commencé à reconnaître les objets 3D. Ça, c'est dans un château à Montélimar, le château des Adhémar. Ici, on a la possibilité de faire apparaître des petits films qui ont été tournés par des lycéens dans des coins du château. Du coup, de donner vie à un lieu qui normalement n'est pas vraiment visité. Donc là, c'est des lycéens qui se sont déguisés et qui font des scénettes du Moyen-Âge. Et là, on les voit apparaître en réalité augmentée, parfaitement calés, avec dans le coin de l'escalier. Ce qui est bien, c'est que ça fait une activité pédagogique sympa pour les lycéens, quoi. Ils doivent se costumer, ils doivent faire le scénario, ils doivent faire leurs recherches. Et puis à la fin, ils viennent tourner dans le château. Après, on a un stagiaire qui fait le détourage. Et puis, on replace ça en réalité augmentée. Ça, c'est quelqu'un de réel, ça. Voilà.
fait, chaque appli que tu nous montres, là, c'est vraiment développé pour un musée, pour un endroit spécifique. Voilà. Après, il y a certains modules qu'on va généraliser et qui vont être accessibles à d'autres musées. Par exemple, les livres qui sont sous les vitrines, c'est un module qu'on peut répliquer d'un livre à l'autre et du coup d'un musée à l'autre. Et puis à partir de notre back-office, on va pouvoir éditer directement les doubles pages qui vont s'afficher, quoi. Voilà. Là, c'est l'escape game dont je vous ai parlé, ça c'est le finish. Là, on a commencé à faire des trucs un peu plus complexes. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte l'environnement 3D pour faire de l'occlusion. Vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire. Mais ça déjà c'était l'interface, donc la fameuse appli dans l'escape game qui permet de faire parler les objets, c'est le réminoscope. Donc là on voit qu'il y a ça c'est une barre de progression un peu cachée, parce qu'il fallait pas que les gens s'arrêtent en plein milieu de l'animation, donc on a fait une barre de progression. Et à la fin ils arrivent dans la cuisine, et là il y a un fantôme qui apparaît. Et en fait le fantôme il va se déplacer dans l'environnement, et à un moment il va passer derrière le mur. Et donc quand il va passer derrière le mur, on va le masquer. Et du coup, il faut modéliser le mur en question pour faire cet effet d'occlusion. Et là, si on se décale, on continue à... Si on se décale, on retrouve le fantôme en question. Voilà. Donc là, ça commençait à devenir un petit peu plus rigolo au niveau technique et tout. Par contre, le SDK qu'on utilisait, Wikitude, commençait à être un peu limite pour faire ce genre de choses. Et ça, c'est un exemple que j'ai fait un peu en dilettante, c'est replacer des extraits de films dans la rue. Donc ça, c'est un film de 1980 qui a été tourné Passage d'Aîné, de 10 minutes d'ici. Et en fait, on peut revoir le film exactement là où il a été tourné, quoi. Donc là, il y a Michel Galabru qui arrive, Nathalie Baye. Il y a 40 ans, ils étaient là. Là, il y a un zoom dans le film, du coup, on synchronise la taille du rectangle pour qu'il devienne plus petit. Et là, là, on va voir les arbres, en fait, ils n'ont pas changé en 40 ans. Si on se décale, on voit que les branches sont pareilles, quoi. Donc là aussi, on a testé la techno pour voir que ça fonctionnait en dehors des musées. Donc si vous y allez avec à peu près ces conditions d'éclairage, ça tient la route. Après, la vidéo, il faut la caler, il faut choisir à quel endroit on veut la caler au niveau du Z, quoi. Parce que là, par exemple, les arbres ne sont pas calés. C'est vraiment, là, j'ai choisi l'endroit où étaient de la profondeur. Voilà, et donc là, maintenant, je vais vous parler du projet Space Dance. Alors le projet Space Dance, encore plus ambitieux, parce que là, on a une troupe de danseurs qui a plein d'idées, qui aiment bien faire... En fait, leur but, eux, c'est de créer des danses en lien avec des lieux. Souvent, un lieu qui a une histoire. Et ces danses-là, en fait, ils vont pouvoir la jouer peut-être 2-3 fois. Et puis, c'est difficile, des fois, de faire venir beaucoup de public dans un même lieu. Par exemple, là, c'est un petit bout d'escalier aux subsistances. On ne peut pas avoir 300 personnes qui sont devant, quoi. Donc l'idée, c'est qu'on va enregistrer les danseurs pendant qu'ils font leur performance, et on va permettre à des gens de revenir après, peut-être 2-3 ans après, avec une application, et de revoir la danse à l'endroit où elle a été jouée. Donc en fait, on crée une mémoire de la danse, et voilà. Donc les premières vidéos qu'on a fait avec ces danseurs, c'était très expérimental. Ça ressemblait un peu à ça. Hop, alors ça, je ne sais pas si je peux avancer. Donc là, on cale, c'est un peu le même système que dans le château et avec les anciens films. Donc là, on a quelqu'un qui apparaît en réalité augmentée, qui est bien calé avec l'environnement. Et donc du coup, voilà, ils peuvent faire une danse. Alors souvent, la danse, elle est écrite par rapport à l'histoire du lieu, et puis il y a aussi des choses à lire, il y a de la musique, il y a des textes qui sont lus. Donc ça, c'était les tout débuts. Rapidement, on est allé un peu plus loin parce qu'on s'est dit ce serait bien que des fois la danse elle est tout autour du spectateur, donc on va faire des vidéos 360. On s'est dit allez, tant qu'à faire, on va faire 2 vidéos 360 dans le même lieu. Donc là on va avoir des spectateurs qui vont regarder 2 vidéos 360 à 2 endroits différents mais qui vont être synchronisés. Et vu que c'est des danseurs qui ont plein d'idées, ils se sont dit en plus on va danser en même temps, on va faire une danse réelle pendant que la danse virtuelle est en train de tourner. Comme ça, les spectateurs vont avoir un sentiment un peu bizarre, qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est virtuel. Ils sont plein d'idées, après il faut suivre. On ne peut pas leur dire non. Donc là, c'est à Aubusson, c'était il y a 6 mois ça. Et donc du coup, là, on a 2 vidéos 360 qui tournent autour des gens là. Donc là, là, j'ai fait une visualisation pour qu'on voit un petit peu ce qu'ils sont en train de regarder. Donc là, on a les danseurs réels, et on a la bulle 360 où il y a les danseurs virtuels qui sont projetés. Et donc là, on va passer, on va voir sur leur tablette, ce qu'ils voient vraiment, c'est ça. Vous comprenez un peu le délire ? Voilà. Donc voilà, ça c'était assez sympa.
Après, il y a eu un autre projet où on a fait des miniatures, on a fait des espèces de portals qui montraient des danses d'un lieu. On a travaillé avec des enfants là, qui ont dansé. Et puis quand on arrivait dans le couloir, qu'on rentrait dans ce rectangle, on voyait des danses, plusieurs niveaux de danse. C'est des petits exemples de ce qu'on a fait. Donc ça, c'est de la réalité augmentée. Nouveau défi, donc c'est d'avoir aux subsistances. Les subsistances, ça fait à peu près 300 mètres sur 200 mètres, je crois. Donc c'est assez grand comme lieu. Il y a plein de petits recoins, on peut se balader. L'idée, c'est d'avoir 10 expériences de réalité augmentée dans cet environnement. C'est des danses, surtout. Et l'idée, c'est que le visiteur peut déambuler avec sa tablette dans le lieu et être assez libre de ses faits et gestes. Mais il va falloir le guider sur les endroits où il y a quelque chose à regarder quand même. Quand même en le laissant contempler. Donc c'est pas évident. Donc on a testé beaucoup de choses. Et on a dû faire face à plusieurs problèmes. Alors le premier problème qu'on a eu, c'est faire ce mécanisme d'occlusion dont j'ai parlé tout à l'heure avec la vidéo du fantôme. Il a fallu faire en sorte que ça fonctionne dans tout le lieu des subsistances. C'est-à-dire que si vous avez un élément virtuel qui est derrière un bâtiment, il faut le masquer quand il est derrière le bâtiment. Donc le premier truc qu'on a fait au début, c'est on a pris le plan technique, on a vérifié, il était bien fidèle à la réalité, et on a mis des gros cubes dessus. Là, il y avait des arches, c'était un peu plus complexe, donc on a modélisé des arches. Donc voilà, on a fait ça. Alors la tasse de thé, c'est l'objet virtuel qu'on a mis au début. Donc là, vous voyez qu'on a notre objet virtuel, et ça, c'est la réalité, c'est les arches qui font partie de l'architecture du lieu. Donc là, on voit que les arches sont, les piliers sont bien représentés, mais on va les utiliser pour faire occlusion. Donc là, je vais activer le mode occlusion. Voilà. Et là, on voit que la tasse est bien masquée par les piliers. Donc on a un effet très immersif. Voilà. Si vous ne faites pas ça, vous avez la tasse qui s'affiche ici. Donc vous avez l'effet des réalités augmentées un petit peu cassé et ça fait moins d'effet. Deuxième problème, la relocalisation. Donc ça, c'est le problème le plus chaud. C'est comment faire en sorte de savoir exactement où se trouve le visiteur dans le lieu pour que la réalité augmentée puisse fonctionner. Donc il y a des SDK qui sont censés faire ça, mais ça ne marche pas. Donc on attend encore, mais je pense que ça va arriver. Donc on a fait un petit peu notre truc en interne. On n'y croyait pas, mais finalement ça fonctionne à peu près. Donc ça, c'est mon environnement des subsistances dans Xcode. Voilà. Et ici, vous voyez des photos de certaines... Vous voyez quelque chose? Vous arrivez à comprendre? Donc ça, c'est une façade d'un bâtiment. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser dans ARKit, alors là on est sur un projet ARKit pour la partie techno, on va utiliser la reconnaissance d'image pour en permanence essayer de scanner ce qu'il y a dans le champ de vision de la tablette et relocaliser le visiteur. On pourrait le localiser qu'une fois, mais en fait ce qui va se passer, c'est que dans le temps, quand le visiteur va se déplacer dans les subsistances, on va avoir un effet de drift, c'est-à-dire de décalage progressif de l'expérience. Donc l'idée, c'est qu'on continue à observer ce qui se passe autour du visiteur pour relocaliser en permanence. Du coup, ça donne ça. Donc là, on a la relocalisation qui va se mettre en place, comme vous le voyez. Donc on a reconnu ce bloc-là. Là, on reconnaît ce bloc-là. Vous voyez l'animation. Là, on reconnaît une porte. Là, on reconnaît ce truc-là. Donc on relocalise et ça se remet en place. Là, on a mis 10-15 éléments dans les subsistances pour reconnaître. C'est pas suffisant. On a quand même des gros décalages qui se créent. On attend. En fait, dans 2 semaines, il y a le mois de la danse. Enfin, ça a commencé aujourd'hui, mais nous, notre performance, elle est dans 2 semaines. Et l'idée, c'est qu'on va scanner, ajouter des images de référence pour avoir une meilleure relocalisation juste avant l'événement. Parce que ça change tout le temps et qu'en fait, une image de référence que vous mettez en place un jour J, 3 jours après, il y a quelqu'un qui a mis des affaires devant et ça fonctionne plus. Donc on va attendre vraiment le dernier moment pour faire ça. On l'a aussi fait à la Gare Pardieu, on l'a mis en place à la Gare Pardieu, ce système-là, de manière expérimentale. Quand on a débarqué à la Gare Pardieu, on s'est dit, on va prendre les pubs, on va prendre les façades, les affichages sur les boutiques. Le problème, c'est que quand on a commencé à tester ça et qu'on a levé la tablette ou levé notre téléphone dans la gare, on a eu plein de remarques. Mais pourquoi vous me filmez? Qu'est-ce que vous faites? Les chefs de gare qui venaient nous voir. Donc c'est socialement inacceptable de pointer son téléphone devant des gens à la Gare Pardieu. Donc du coup, on s'est dit, mince, comment on va faire? Donc on a pris les éléments au sol. Et en fait, on a eu la chance parce qu'à la Gare Pardieu, c'est un bordel le sol. Il y a eu des systèmes de guidage d'il y a 10 ans qui sont un peu restés. Il y a eu des carreaux qui ont été changés. Et ça fait qu'il y a une certaine richesse. Et on s'est basé là-dessus pour... Comment? Non, il y avait... Moi, j'ai pas entendu la blague. Mince. Merci pour les patterns, Nini.
Ouais, bah, ils sont sympas, ouais, on était très contents. Et en fait, donc alors à l'époque, on faisait ça à la main, c'est-à-dire qu'on venait des petits bouts de scotch sur des carrés, puis après on prenait une photo parfaitement calibrée. Voilà, donc on a couvert à peu près, je crois que c'était 300 mètres carrés, 240 mètres carrés avec 14 marqueurs. Et du coup, le résultat était plutôt bon. C'est-à-dire que si on va pas trop vite, là on a notre position dans la gare Pardieu, donc on passe bien derrière le pilier qui est là. Là, on a en réalité augmenté un chemin qui s'affiche, qui est bien calé avec la réalité. Et là, vous voyez des petits trucs blancs qui sont reconnus et qui permettent la relocalisation. En fait, là, vous avez une géologue indoor ultra précise, temps réel. Par contre, il faut que la personne regarde devant elle, qu'il n'y ait pas trop de foule. Voilà. Bon, après, on a fait en mode un petit peu plus sauvage et ça, on arrive à capter de temps en temps. Là, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'éléments qui ont été reconnus au passage, quoi. Sur les 14 marqueurs, il y en a 5-6 qui ont été reconnus et qui ont permis de recalibrer progressivement l'expérience. Je comprends pas pourquoi tu dis recalibrer. Parce qu'en fait, oui, c'est-à-dire que quand tu lances ARKit, il va utiliser la reconnaissance d'image, l'accéléromètre et le gyroscope pour essayer en permanence de deviner la position de la caméra dans l'espace. Le problème, c'est qu'il va avoir un décalage qui va se créer progressivement. Au bout de 30 secondes, tu vas commencer à être décalé de 1 mètre, de 2 mètres. Oui, voilà. Et puis après, les effets d'occlusion, par exemple la tasse qui était derrière le pylône, mais du coup, on ne sait plus vraiment où est le pylône, donc on masque la tasse au mauvais moment, du coup, ça ne ressemble plus à rien, quoi. Donc il faut en permanence qu'on reconnaisse des images pour recalibrer l'expérience. Voilà. Et ça s'appelle la relocalisation. Voilà. Donc du coup, c'était assez chiant de devoir mettre des petits bouts de scotch dans la gare et prendre des photos. Et on a développé notre outil qui permet de détecter donc une surface plane, projeter un carré et de sélectionner ce qui est à l'intérieur du carré comme un marqueur. Et donc ça permet d'alimenter notre base et ça va être alors ce bout de sol, c'est pas un bon exemple parce qu'il n'est pas singulier, mais si on trouve un bout de sol singulier, on va pouvoir l'utiliser comme un marqueur qui va être utilisé par les gens qui vont venir après nous pour être reconnus et se relocaliser. Alors nous, on a une approche écologique, on ne veut pas changer le lieu, on ne veut pas mettre des QR codes et tout, et donc du coup on se base sur des marqueurs naturels. Mais c'est vrai que dans certains cas, on va peut-être devoir... Oui, voilà. Ouais. On songe à faire du mécénat sur la communauté des graffeurs, parce que ça, ils pourraient nous aider. Voilà. Alors, après, on a développé plein d'outils en interne, notamment pour placer les expériences. Donc là, par exemple, on a une vidéo 360 qu'on va pouvoir déplacer avec les doigts sur la tablette. Donc ça va nous permettre d'aller vite en termes de déploiement, de calibrer les éléments directement dans l'espace. Problème 4, c'était le guidage. Donc nous, on a développé avec, notamment à la gare Pardieu, on a expérimenté sur un système de guidage en réalité augmentée avec un chemin qui se dessine au sol. On a fait pas mal de tests utilisateurs là-dessus, les gens ça les amuse, mais ils s'y retrouvent pas trop, ils comprennent pas trop pourquoi ils suivent ce chemin en particulier. Et en fait on s'est rendu compte qu'ils avaient, souvent ils nous demandaient mais il est où le plan? Donc en fait ils ont besoin quand même d'avoir une vue plan pour savoir où ils sont. Donc on a beaucoup travaillé sur l'articulation entre une vue réalité augmentée et une vue plan. Et ça ressemble à ça. Donc là je suis guidé dans un salon pro, quand je descends la tablette, je vois la carte du salon, et quand je la remonte, je retrouve l'élément de réalité augmentée. Oui, mais quand même beaucoup plus fluide. Donc là, je descends la tablette, je vois où je suis dans le salon, je la remonte, je vois le schéma en réalité augmentée. Les gens adorent ça. En général, quand on met ça dans la main de certains visiteurs, pendant 1 minute, ils font ça en fait. C'est assez marrant. C'était quel salon? C'était le Virtuality à Paris en novembre. Voilà, donc ça permettait d'être guidé jusqu'à notre stand. Jusqu'à notre stand. Voilà. Voilà. Alors le problème, c'est que ce système de guidage, il est un peu dangereux déjà. C'est-à-dire que les gens ont tendance à trop regarder le chemin au sol et à plus trop regarder ce qui se passe autour d'eux. Ça, c'est dans la rue, c'est à côté d'ici aussi. Là, on utilise la photogrammétrie du lieu en mode carte. Et donc, ça ne plaisait pas à la compagnie de danse avec qui on travaillait, parce qu'en fait, leur but à cette compagnie de danse, c'est de guider de faire deviner aux gens un endroit où aller, sans forcément les guider de manière trop directe. Du coup, on n'a pas pu mettre ça en place, ça nous aurait bien arrangé parce que c'était déjà prêt. Et alors au début, on a fait des chemins un peu plus sinueux, un petit peu verts, mais ça n'a pas fonctionné non plus. Voilà.
Là, on met la photogrammétrie aussi, ça c'est juste pour le fun en temps réel sur le... Enfin, là, on rajoute la photogrammétrie dans la vue réalité augmentée. Du coup, le système de guidage là qu'on a testé il y a une semaine, d'ailleurs, il y a des gens ici qui l'ont essayé, c'est un truc un peu plus énigmatique, c'est des sphères qui vont voler comme ça vers le lieu où il y a quelque chose qui se passe. Donc on a voilà, des petites sphères en fait qui vont aller à l'endroit, voilà. Et en fait, elles passent de temps en temps, on peut pas, elles vont trop vite pour qu'on puisse les suivre, mais en même temps, elles passent pas non plus trop souvent pour que ça guide trop. Ça marche bien. On a un système de guidage du coup qui n'est pas trop directif et c'est intéressant. Donc, ça commence un peu à fonctionner, mais il y a quand même pas mal de problèmes. Et du coup, on cherche à raffiner le dispositif. Donc, on a des problèmes d'altitude, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sache en permanence à quelle altitude se trouve la personne pour projeter au bon niveau d'altitude les éléments de réalité augmentée. En sachant que les confluences, c'est pas un truc qui est plat, il y a plein de trucs en pente douce, des petits escaliers par-ci, des petites rampes. On a besoin aussi de positionner très précisément les marqueurs que vous avez vus, là, les trucs qu'on met sur les façades. C'est vraiment, il faut que ce soit à la dizaine de centimètres près pour qu'après tout se recale comme il faut. Et on a besoin aussi des fois d'une occlusion qui est plus précise. C'est-à-dire que là, on a utilisé les bâtiments pour masquer les éléments virtuels, mais il faudrait aussi qu'on considère les pots de fleurs, les arbres, ce genre de choses. Donc, on s'est lancé cette semaine dans la photogrammétrie des subsistances. On a fait un petit bout, ça donne ça. Donc là, je suis en vue réalité augmentée, je vois la photogrammétrie superposée à la réalité. Et là, avec ce curseur, je change, je passe de la photogrammétrie à la réalité. Et c'est assez marrant parce qu'on peut faire disparaître les gens comme ça. C'est très pratique. Voilà. Et donc du coup, si on a cette photogrammétrie qui est bien calée, on peut avoir, donc là, on a des petits cercles qui sont derrière la plante, et vous voyez qu'ils sont masqués par le végétal. Donc on arrive à avoir un degré d'occlusion qui est bien supérieur. Après, il faut que la plante ne change pas trop. Hein, voilà. Donc ça, là, on s'est lancé on a fait 1/20 des subsistances en 3 jours, parce qu'on tâtonnait un peu. Et le but, c'est que dans 2 semaines, on ait fait toutes les subsistances en photogrammétrie. Voilà. Donc ça sera du 8 et 9 février qu'on va présenter ce dispositif. Donc vous êtes tous les bienvenus. Je crois que c'est gratuit, il me semble. C'est dans le cadre du mois de la danse qui a commencé ce soir, mais nous, on est tout à la fin. Voilà. Et sinon, juste pour vous dire qu'on travaille en plus, enfin ce projet Space Dance, c'est intéressant parce que ça nous permet nous de faire notre R&D avec des artistes en s'amusant bien. Mais le but, c'est quand même de développer un système de navigation en réalité augmentée qui est destiné donc à des lieux qui accueillent du public, avec tout un tas d'outils qu'on va donner pour ces lieux-là, pour qu'ils puissent déployer finalement cette solution dans leur mur. Donc il y a plein de services qu'on est en train de mettre en place, plein d'outils. Voilà. Tu parles des petites boules, hein, pas le premier que tu as montré. C'est plutôt... Alors, le premier, il est un peu dangereux, c'est-à-dire que c'est un peu casse-gueule, notamment dans les escaliers. Donc, c'est sympa quand tu fais comme oui, ça plaît bien, ouais. Après, ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, c'est... Pour générer comme ça un chemin qui va être généré sur mesure, il faut prendre en compte plein de métadonnées. Par exemple, dans quel sens va un escalator? Est-ce qu'un ascenseur fonctionne ou pas? Est-ce qu'il y a des lieux qui ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite, des passages? Et donc en fait, l'idée c'est que le chef du lieu va devoir éditer toutes ces métadonnées par rapport à son espace pour qu'on puisse nous générer des expériences de réalité augmentée sur mesure. Et donc là, on commence à travailler sur un back-office où les gestionnaires de lieux vont avoir une représentation en 3D de leur environnement et vont pouvoir définir, bah, ça c'est un escalator qui va dans un sens, ici tu peux trouver telle ressource, voilà. Pour que chaque lieu qui soit différent puisse... Voilà, éditer les métadonnées, les positionner dans l'espace et que nous après on les utilise pour générer des trucs de réalité augmentée, quoi. Voilà un peu le projet. Si ça en intéresse certains, nous on est très ouverts aux collaborations et voilà, on peut mettre à disposition un petit peu ce qu'on a déjà créé, monter des projets ensemble, il n'y a pas de problème. Voilà. Bravo. Merci.